C'est un livre donc autobiographique, mais sur un moi dont je ne me souviens pas, que je n'aurais jamais pu écrire si je n'avais pas été contactée par un témoin. Le point de départ en fait de ce livre, c'est la mort de mon petit frère quand j'avais 18 mois, qui est mort d'un accident quand j'en avais 20. Drame dont je connaissais l'existence, mais dont les principales victimes, en fait, les principaux témoins, c'est-à-dire mes parents, ne parlaient pas, donc j'en savais très très peu. Et donc j'en serais restée là, à cette semi-ignorance, ou en tout cas à cette absence de détails, de chair, et aussi absence totale de connaissance de ce que moi j'avais ressenti, comment j'avais réagi, comment une petite fille, une toute petite fille, encore presque un bébé de 18-20 mois, réagit quand elle voit apparaître un petit frère puis disparaître très rapidement le même petit frère. Tout ça, j'aurais jamais pu l'écrire si un témoin, pas une témoine, enfin, une témoin, ne m'avait pas contactée il y a maintenant 3 ans, grâce à Internet, grâce au mail, grâce au fait que j'ai une adresse professionnelle. Et cette femme qui m'a écrit, c'était elle qui me gardait depuis l'âge d'1 mois, enfin elle est arrivée chez nous, je devais avoir 1 mois ou 2, jusqu'à mes 2 ans et demi, 3 ans. C'était une femme dont je connaissais le prénom, parce que mes parents parlaient d'elle, et que voilà, le prénom c'était Marie-Yvonne. Et je savais aussi qu'elle n'était pas là la nuit où mon petit frère était mort, mais qu'elle était revenue ensuite chez nous. Et quand elle m'a écrit il y a 3 ans, elle ne parlait pas du tout de ce petit frère dans son message. Elle disait juste qu'elle m'avait retrouvée un peu par hasard, pas tout à fait par hasard, en fait grâce au magazine Elle, qui avait publié une photo de moi enfant, dans une série d'été sur les vacances des écrivains. J'avais prêté un album magnifique, un album de photos que ma mère avait tenu très scrupuleusement, où elle collait des photos et où elle écrivait mes progrès et mes exploits au fur et à mesure des années. Et donc Marie-Yvonne était tombée par hasard sur cette photo de moi à 3-4 ans dans un vieux numéro de Elle, et ça lui avait donné, avec du retard, parce qu'elle avait mis du temps à franchir le pas, l'idée, l'envie de m'écrire et de me revoir. Et quand j'ai reçu ce mail, donc ça fait un tout petit peu plus de 3 ans, c'était juste avant le premier confinement, juste avant le Covid, elle me disait qu'elle était en Bretagne et qu'elle avait très envie de me revoir. Et moi j'ai reçu ce message, j'étais très touchée parce que je trouvais ça très sympathique, qu'elle se souvienne de moi, qu'elle m'ait retrouvée comme ça grâce à cette photo. Mais j'ai tout de suite surtout pensé qu'elle aurait peut-être des choses à me raconter. Que si je la revoyais, ce que je n'osais pas demander à ma mère, ou du moins la version officielle qu'on m'avait toujours donnée, qui était que il ne s'était rien passé pour moi, que je m'étais rendu compte de rien, que tout ça ne m'avait absolument pas affecté. Et puis même des détails sur ce qui s'était passé exactement, puisque Marie-Yvonne qui vivait à la maison, qui me gardait depuis que j'étais vraiment toute bébé, elle était tombée malade, on était au mois de janvier, elle avait dû rentrer dans sa famille en Bretagne, et la nuit où mon petit frère est mort, c'était une jeune cousine de cette Marie-Yvonne, très très jeune, je crois 16 ou 17 ans, qu'elle avait recommandée pour la remplacer. Et c'est vraisemblablement lié à cette babysitter pas inexpérimentée, parce qu'elle était une fratrie assez, une frère et sœur, elle s'était déjà occupée du bébé, mais l'accident qui s'est produit, qui n'était pas du tout une mort subite d'une nourrisson, impliquait cette très jeune fille, on ne saura jamais, mais qui a peut-être tout simplement secoué le bébé. On ne savait pas à l'époque que ça pouvait être mortel de secouer un tout petit bébé. Enfin, je me suis dit, voilà, Marie-Yvonne m'écrit, je vais d'abord aller la voir parce qu'elle a l'air très sympa, et puis je vais l'interroger, si ça s'y prête. Donc c'était une enquête, effectivement. Mes autres livres, il y a toujours aussi un peu une enquête, mais là j'étais obligée de me reposer sur une enquête, puisque les questions que je posais depuis longtemps à mon entourage immédiat n'avaient jamais rien donné. Et donc j'ai répondu, et puis tout ça a été un peu différé par les confinements, parce qu'elle vit toujours en Bretagne, pas très très loin de chez moi, à 2 heures de route, mais enfin plus loin que le kilomètre réglementaire qu'on n'avait pas le droit de dépasser pour se déplacer. Et quand j'ai fini par d'abord l'avoir au téléphone, puis la rencontrer, j'ai découvert une femme effectivement très très sympathique, qui avait une mémoire d'éléphant,
et qui avait travaillé toute sa vie dans des services de puériculture, dans les maternités. Donc je me suis dit, je ne peux pas rêver un meilleur témoin. D'abord, elle est très bavarde, ensuite, elle est hypermnésique, et enfin, elle sait très bien ce que c'est qu'un enfant de moi, et voilà, elle a sûrement des choses à me dire. Et donc, je suis partie l'interroger. Mais avec quelques mois d'attente entre le premier contact et nos retrouvailles. Il se trouve que ce premier contact, donc moi j'avais déjà l'arrière-pensée, non seulement que j'allais lui tirer des informations, mais que j'allais faire un livre. J'étais pas absolument pure de toute arrière-pensée. Et il se trouve que le premier confinement, on a pris, comme je l'avais déjà fait très très souvent dans ma vie, pour aller se confiner à Saint-Père-sur-Mer, dans la Manche, une route qui est d'abord l'autoroute de l'Ouest, mais qui à partir de Caen, quand ça commence à descendre vers le sud et vers chez moi, s'appelle la route des Estuaires. On a fait cette route dans des conditions très particulières. D'abord, il n'y avait personne, la route était vide, les gens étaient déjà restés cloîtrés chez eux. Puis on avait un peu peur, on avait peur qu'on nous empêche d'aller jusqu'à Saint-Père. On avait un peu peur de partir alors que mon fiancé et moi, on a un certain âge et que, après tout, si on tombait malade là-bas, on ne savait pas du tout si ce ne serait pas dangereux. Enfin, dans une atmosphère un peu de fin du monde. Alors, sur le moment, hein, rétrospectivement, ça paraît excessif, mais sur le moment, il y avait une vraie angoisse. Tout ça dans une toute petite voiture. Et en arrivant à Saint-Père, je crois dès le soir même, je me suis dit, mais en fait, cette route... c'est ma vie. Que ce soit d'ailleurs la route qu'on prend en voiture, qui est maintenant une autoroute presque jusqu'au bout, ou la ligne de chemin de fer Paris-Grandville, qui correspond à la route qu'on faisait quand j'étais petite et qui n'avait pas encore cette autoroute, qui était la route que préférait mon père, qui est une route quasiment horizontale, qui relie, je ne sais pas si je le fais dans le bon sens, Paris à Grandville. Cette route, c'était l'histoire de ma vie, c'est-à-dire que elle menait à Saint-Père, et il y avait eu comme ça des sortes de détours ou de petits ajouts à cette route qui faisaient aussi partie de ma vie, notamment le fait que je travaille depuis 25 ans à l'université de Caen et que donc, en fait, je partais toujours vers l'ouest, quelles que soient les motivations. Il y avait aussi d'autres moments de ma vie qui correspondaient à des séjours en famille, plus près de Paris. Je me suis dit, cette route, voilà, c'est mon histoire et je vais la prolonger parce que si j'arrive un jour si le confinement s'arrête, je vais aller un peu plus loin sur la route des Estuaires qui mène en fait à la Bretagne et je vais aller jusqu'à cette petite ville de Binic où Marie-Vonne m'a invité à lui rendre visite. Donc ça va être une histoire de ma vie que je vais peut-être pouvoir enfin compléter avec cette pièce manquante du puzzle, qui restera quand même toujours une pièce manquante, qui est qu'est-ce qu'a ressenti la petite fille, vraiment très petite, de 18 mois à 20 mois, qui a vécu quand même ce drame. Voilà, qu'est-ce qu'elle a ressenti, en quoi ça m'a affecté. Enfin, cette enquête-là, finalement, elle ne sera jamais vraiment bouclée, mais là, j'avais une piste. Et effectivement, je l'ai suivie et ça m'a appris des choses. Ça ne m'a pas révélé vraiment les raisons, les causes de cette mort, mais ça m'a appris des choses sur l'époque, sur des événements qui entouraient mon enfance et que je suis allée cette fois explorer grâce aux sources dont je disposais, qui était ce magnifique album constitué par ma mère d'une part, et d'autre part constitué par des articles précieux d'avoir un père journaliste. Je l'ai mesuré cette fois-ci parce qu'il continuait d'écrire ses chroniques théâtrales dans le monde à la naissance de ce petit garçon qui s'appelait Eric, et puis voilà, après, dans les premières semaines de sa vie, et très vite après sa mort. Et donc, j'ai retrouvé tous ces articles, et ça nourrissait aussi quelque chose qui reste quand même une reconstruction en partie imaginaire, en tout cas pas autobiographique, qui ne repose pas sur la mémoire, de ce qu'était l'ambiance dans cette famille, dans ce milieu, à cette époque. Et ça, c'est l'enquête qui a le plus abouti, en fait, de celle que j'ai menée. Et je précise qu'en fait, je suis allée voir cette femme, Marie-Vonne, avec des arrière-pensées, mais que je pense qu'elle en avait aussi, parce que j'ai découvert en me replongeant vraiment dans les mails qu'on s'était échangés avant que j'aille la voir, et je suis retombée sur la date à laquelle elle m'avait écrit ce premier mail, qui était cette première prise de contact, et elle me l'avait écrit 50 ans, presque jour pour jour, à un jour près, après la mort de ce petit frère. Et je me suis dit, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si elle m'a écrit le 26 janvier 2020, c'est ça, 2020,
alors que Eric est mort le 25 janvier, elle m'a écrit le 26, donc le lendemain, 25 janvier 1970. Et donc je pense que cette démarche qu'elle a faite, c'était aussi lié peut-être au désir de parler de ça avec moi, et puis de voir comment ce que j'étais devenue avec ça, avec cette espèce de point noir, enfin de point aveugle dans ma petite enfance. Ce secret de famille qui n'était pas un secret de famille, qui m'avait été dit, personne ne me l'a jamais caché, c'était plutôt un silence, enfin un manque d'envie d'en parler, que je peux parfaitement comprendre et que j'ai d'ailleurs respecté quasiment toute ma vie. J'en ai parlé une fois avec mon père et plusieurs fois, mais peu avec ma mère. À part ça, je n'aime pas. Alors là, c'est vrai que je pouvais difficilement faire beaucoup d'humour sur cette partie-là du livre, qui est quand même voilà, qui est une sorte de malheur incurable. Enfin, je vois bien que pour ma mère, comme pour mon père, la seule fois où j'en ai parlé avec lui, c'était une cicatrice qui ne se refermerait jamais. Mais bon, je pouvais quand même glisser un peu d'humour où je pouvais. Alors, d'une part dans cette partie-là du livre, mais qui est en fait seulement la moitié du livre, la deuxième moitié du livre. Par exemple, quand je parle de mon enfance, je me peut arriver d'ironiser un peu sur la manière dont ma mère, par exemple, consigne avec une admiration sans borne mes progrès dans cet album rouge, parce que en fait j'étais précoce pour ce qui était de parler et de lire, mais enfin pour le reste j'étais une gamine parfaitement normale, et donc mais voilà, je peux ironiser un peu sur le culte dont j'ai fait l'objet de la part de mes parents. Je peux ironiser un peu, il y a droite à gauche, mais en fait c'est dans la première partie du livre où là c'est plus léger, parce qu'avant de m'aventurer vraiment vers cette route des estuaires, ce bout de la route des estuaires où j'étais jamais allée, et vers ce silence de famille, pas ce secret mais ce silence, j'avais décidé au départ de traiter aussi d'autres périodes de ma vie et d'autres tronçons donc, de ce trajet vers la baie du Mont-Saint-Michel, vers cette frontière entre la Normandie et la Bretagne. Et donc là c'était plus facile de faire du humour, y compris rétrospectivement sur l'espèce d'équipée qu'on avait l'impression on avait l'impression que c'était une équipée héroïque quand on est parti se confiner, parce qu'en fait tout ça s'est très bien passé et il n'y avait rien enfin, dans notre cas en tout cas de grave. Donc oui, disons qu'il n'y a pas beaucoup de gags, mais j'essaye d'introduire de la légèreté et de la distance un peu partout, un peu plus quand je raconte justement ce départ précipité en mars 2020, et un peu moins quand je parle de cette tragédie de mon enfance, enfin, qui n'était pas ma tragédie, en tout cas ça continue d'être la version officielle, c'est que ce n'était pas ma tragédie. Et notamment le fait de retrouver Marivonne, ça a permis aussi de réinjecter beaucoup de choses gaies dans le livre, parce qu'en fait, elle garde de ses premières années à Paris, qu'elle ne connaissait pas, elle venait de Bretagne, et à l'époque c'était comme devenir un pays étranger, quoi. Donc, au fond, en dehors de ce traumatisme dont elle a souffert aussi, ça l'a affectée directement. Je pense que le fait de ne pas avoir été là, elle s'est sentie toute sa vie coupable aussi de cet accident, même si elle n'en était aucunement responsable, mais responsable mais pas coupable, enfin je sais plus quelle est la formule, mais du coup elle racontait plein de choses très gaies, sur son arrivée à Paris, sur mes parents, sur l'ambiance, elle est arrivée juste après mai 68, sur quelque chose qui était pour elle une forme de libération, elle-même elle avait 21-22 ans. Donc voilà, et puis j'ai renoncé assez vite à traiter certaines parties de l'autoroute et certaines parties de ma vie, parce que ça impliquait des gens que je n'ai pas envie forcément d'impliquer dans mes livres. Ça devenait peut-être des choses intimes et pas intéressantes pour un lecteur. Et je me suis en fait reposée, je m'aperçois que le fil conducteur de tout le livre, en dehors de cette route, c'est-à-dire de cette direction en fait, parce que c'est à la fois la route, l'ancienne route, la ligne de chemin de fer, mais le véritable fil conducteur du livre, ce sont des images. Et en fait, quasiment dans chaque chapitre, dans chaque tronçon, dans chaque morceau de puzzle que j'assemble au fur et à mesure du livre, il y a des images. Alors soit des images très personnelles, enfin qui sont donc les photos prises de moi quand j'étais petite, ou des images qui me sont tombées un peu dessus par hasard il y a un an, et qui étaient des vidéos amateurs faites
de fêtes qu'on organisait, toujours sur ce trajet-là, mais beaucoup plus près de Paris pendant des années quand j'avais entre 20 et 30 ans, et où j'ai pu revoir, en retrouvant ces vidéos, toutes sortes de visages amis, certains qui sont morts, enfin bon, c'est pas toujours très gai, mais c'était quand même... Donc il y a des images personnelles, des images retrouvées, soit des photographies, soit des films, mais il y en a partout en fait des images, et notamment le premier chapitre, où je ne commence pas tout de suite par dire je sais pas très bien comment expliquer pourquoi j'ai commencé par raconter notre espèce d'exode, de départ précipité vers Saint-Père, en parlant de moi à la troisième personne, c'est-à-dire en parlant des 4 personnages enfermés dans la Fiat 500, en m'englobant dans un il. Donc moi je suis la mère, le fiancé, le grand frère, le petit frère. Et c'est seulement plus loin dans le livre que assez vite, mais plus loin que je passe au jeu. Et en fait, j'ai une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est que dans ce premier chapitre, il y a aussi des images. Il y a des images qui sont, pour ceux qui connaissent cette série, les premières images, c'est-à-dire le pré-générique, le premier épisode de la première saison de la série The Walking Dead. Et ça, c'est pas du tout des images personnelles, c'est des images tout à fait publiques. Enfin, tout le monde peut regarder, beaucoup de gens ont vu, et tout le monde peut aller revoir ce pré-générique de cette série qui, en fait, est à ce moment-là du livre, parce que ce pré-générique, Walking Dead, c'est aussi l'histoire d'un virus qui a décimé les 9/10 de la population sur Terre, et des gens qui essayent de s'enfuir. Et la première image du film, c'est des gens qui sont comme ça sur le héros qui arrive dans une station-service déserte, et on comprend petit à petit pourquoi il y a des cadavres partout, etc. Et ça, j'y ai pensé longtemps après, mais en fait, notre départ, ça avait ressemblé un peu à ce pré-générique. Et je me dis, en fait, dans le premier chapitre, il y a des images qui sont des images que tout le monde connaît, qui sont des acteurs, qui sont des images composées, mises en scène, et avec la distance forcément de l'interprétation par l'acteur, du metteur en scène qui place sa caméra ici ou là, et qu'au fond, moi je faisais la même chose dans mon premier chapitre, c'est-à-dire que je composais, je mettais en scène, et je disais pas je n'étais pas dans l'image, je faisais comme si je racontais une scène de film, et c'est peut-être pour ça que je passe pas tout de suite au jeu. Mais voilà, c'est peut-être ça le fil conducteur principal du livre, c'est le rapport avec l'image, et j'en décris beaucoup en fait, et chaque fois j'essaie d'y trouver une signification, et ça explique peut-être aussi le passage de la mère à je. La mère, c'est un personnage, comme dans Walking Dead, Rick, l'adjoint au shérif, est un personnage. Et quand je deviens jeune, c'est des images personnelles que je décris, et que j'intègre et que j'interroge. J'ai jamais été une très bonne narratologue. Je connais un peu, hein, mais je ne suis pas une universitaire qui aime tellement les mots compliqués. Mais ce pré-générique de The Walking Dead, c'est un flash-forward. Ça, généralement, les étudiants connaissent mieux le terme de flash-forward ou de flashback que la terminologie génétienne de analepse et prolepse. Enfin, disons, c'est une scène qui ne se déroule pas au début de l'histoire, qui se déroule plus tard dans The Walking Dead. Et elle a ceci de particulier, cette scène, qui est donc une anticipation, puisqu'en fait, dès la fin du générique, on va se retrouver avant, dans l'ordre chronologique de cette fiction. Et ce qui est très bizarre, c'est que plus l'épisode avance, ce premier épisode, plus on attend le moment où on va retrouver cette scène qui a été la scène inaugurale, où le héros arrive dans cette station-service, il n'y a plus d'essence, et tue une petite fille. Parce que c'est aussi ça le lien, en fait, ça je l'ai compris qu'après, entre ce pré-générique de Walking Dead et mon livre, c'est une mort d'enfant. J'y avais pas pensé tout de suite, mais enfin, c'est en recollant les morceaux après, je me suis rendu compte que c'était pas un hasard non plus si j'avais choisi de parler de cette scène, c'est que non seulement elle était liée dans mon esprit à ce départ complètement absurde, enfin complètement singulier et différent vers Saint-Père, qui était le départ en confinement, mais c'est aussi que dans ce pré-générique, ce à quoi on assiste et qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que le shérif arrive dans cette station-service, il y a des cadavres partout, déjà c'est un peu bizarre, et puis à un moment, il voit une petite fille, alors toute petite en fait, à peu près l'âge que j'avais, je pense que quand mon petit frère est mort, une fillette de 2 ans, 2-3 ans, et il a l'air un peu terrifié, le shérif, et il s'adresse à elle,
et quand il comprend que c'est un zombie, puisque The Walking Dead c'est une série sur les zombies, il sort son flingue et il lui tire une balle dans la tête. Parce que le seul moyen de se débarrasser des zombies. Il n'est pas au courant, c'est comme ça, il faut les attaquer directement au cerveau. Et après coup, je me suis dit, c'est par hasard s'il y a cette petite fille qui a des pantoufles en forme de lapin, qui a un ours en peluche, c'était par hasard qu'elle atterrisse dans mon livre dans la première séquence. Et donc c'est un flash-forward, c'est une scène qui annonce quelque chose qui devrait arriver plus tard dans la série, et qui n'arrive jamais, et qui est zappé en fait dans la suite. Et ça, je me suis amusée, parce que, oui, il y a quand même de temps en temps des trucs rigolos, c'est que j'ai été regarder sur Internet, et alors je suis tombée sur des sites de fans, des forums, avec des jeunes gens, souvent c'était des jeunes gens, qui passaient des heures la nuit à se demander pourquoi cette scène, on la voyait au début, puis qu'on ne la retrouvait pas dans la chronologie ensuite linéaire du récit dans le premier épisode. Et voilà, il y a des jeunes et alors qui finissent par dire que c'est un flash-forward. Il y a des jeunes en fait qui ont un appétit pour la narratologie, plus, alors, moins informés, ça ne résonne pas forcément du jeunette, mais plus fort que moi. Dans mon tout premier roman, et ça n'avait strictement aucune utilité dans l'intrigue, c'était vraiment tout à fait accessoire. La mère de l'héroïne, qui est mariée, qui vit en Autriche, à un moment est enceinte, l'héroïne va passer ses vacances chez sa mère et sa mère est enceinte. Comme c'était un roman qui se déroulait sur une année, enfin en gros une année plutôt scolaire, d'un été à l'autre, d'un été au suivant, il y avait un moment où la mère devait accoucher. Elle accouchait en Autriche et encore une fois c'était un personnage, même pas un personnage secondaire, c'était une figurante dans le récit. Mais au moment où j'arrive à terme de la grossesse de la mère, dans mon récit, je me dis, il va bien falloir le faire naître, ce bébé. Et il s'est passé quelque chose de très bizarre. Moi, j'écris toujours directement sur l'ordinateur, et en plus, comme j'ai suivi une technique, enfin, j'ai appris à taper avec mes 10 doigts. Alors, je ne suis pas allée pour piger, mais j'ai suivi un petit logiciel pour apprendre à taper, donc je tape très très vite. Et donc, je ne saurais jamais exactement ce qui s'est passé entre mon inconscient et mes doigts, parce que c'est allé très 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 vite. Je n'ai même pas... c'est pas passé par quelque chose de conscient et de délibéré. Mais j'ai attaqué le chapitre où il est question de la naissance de ce bébé en écrivant, je ne sais plus quelle est la date, le temps, le 26 décembre, la petite sœur de Juliette était née, le lendemain elle était morte. Et j'ai sorti tout seul. Franchement, après je me suis dit, est-ce que je le laisse? Bon, et puis en même temps, d'une certaine manière, ça m'arrangeait parce que du coup c'était... Voilà, j'avais pas l'intention de faire retourner Juliette en Autriche pour connaître sa petite sœur, donc c'est resté comme ça. Et j'étais d'ailleurs très très frappée parce que quand j'étais allée à l'émission de Pivot, qui s'appelait Bouillon de Culture, c'était plus apostrophe, un des très rares passages qu'il a cité pendant l'émission, c'était ce début de chapitre sur la mort. Et quand c'était du direct, je pense que personne ne s'en est rendu compte, mais moi j'étais très très émue parce que je me disais, mais pourquoi il cite ça, quoi. Et je pense qu'il n'avait pas du tout fait exprès. Et donc voilà, dès mon premier livre, c'est parfaitement annexe, ça ne sert à rien, ça n'était pas prémédité, mais il y a un enfant qui naît et qui meurt aussitôt après. Et puis, il y en a d'autres dans mes romans, des bébés morts, et il y en a particulièrement un dans l'Excuse, mais parce que l'Excuse, je reprenais très précisément le canevas, l'intrigue d'un roman de James qui s'appelle Portrait de femme. Et dans Portrait de femme, qui est un de mes romans préférés, en tout cas le roman de James que je préfère, et oui, peut-être un de mes romans préférés au monde, qui est un roman de James très facile à lire, beaucoup plus que certains autres qu'il a écrit plus tard. L'héroïne, Isabelle Archer, à un moment dans le roman, elle se marie et on la perd de vue. C'est-à-dire qu'avant, on était toujours avec elle, on savait ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait, etc. Et puis au 2 tiers du livre, elle se marie et là, on n'a plus du tout accès à son intériorité, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle vit. Il n'y a accès que par des gens assez finalement éloignés. Et c'est par cet entourage éloigné, en plus il y a une ellipse de 2 ou 3 ans, qu'on découvre quand on la retrouve mariée à Rome, que depuis son mariage, elle a eu un petit garçon, et que ce petit garçon est mort. Et qu'il est mort pas à la naissance, qu'il est mort à l'âge de 6 mois, quelque chose comme ça, je ne sais plus par cœur. Et ce roman, je l'ai lu quand j'avais 17 ans,
curieusement, il était dans la bibliothèque de ma mère, mais ma mère ne l'avait pas lu alors qu'elle adore James. C'est moi qui le lui ai fait lire. Et c'est vraiment 3 lignes dans le roman. Et moi, c'est 3 lignes qui m'ont toujours fascinée, parce que c'est 3 lignes qui disent que Isabelle a eu un fils, qu'il est mort, et qu'elle n'en parle jamais. Et que d'ailleurs, alors ça c'est un personnage extérieur qui se dit ça et qui n'a pas d'enfant, donc qui n'imagine peut-être pas du tout ce qu'elle a vécu. Il dit d'ailleurs, ça datait déjà d'il y a 1 an ou 2, et elle portait même plus le deuil, et finalement ça passe à la trappe comme ça. Et je suis persuadée que James, lui, il a conscience que c'est pas du tout anecdotique, et que quand on retrouve Isabelle, elle a traversé cette épreuve-là, que traversaient beaucoup de femmes à l'époque. Ça date de 1880, pour cette femme, la mortalité infantile étant ce qu'elle était à l'époque, c'était malheureusement un drame fréquent dans les familles, mais moi pour moi ça a toujours été un point étrange du livre. Et dans l'excuse, comme je respectais le pari du départ qui était de reprendre les événements qu'il y a dans le roman de James, même si je transposais ça à l'époque, au XXIe siècle et aux États-Unis, bah, j'ai abordé aussi, j'ai intégré cet épisode-là, c'est-à-dire que l'héroïne de mon roman perd aussi un petit garçon. Après, je ne suis pas l'exégète de mon propre, je ne me relis pas tellement souvent. Dans Adèle et moi, il y a une mort d'un fils, mais c'est un fils qui est mort dans la tranchée, qui est mort à la guerre de 14, ça c'est aussi quelque chose qui malheureusement était extrêmement répandu dans les familles. C'était l'histoire qu'avait vécue mon arrière-grand-mère, de perdre un de ses enfants comme ça. Bon, c'est pas tout à fait pareil de perdre un enfant adulte, c'est peut-être même pire s'il y a eu l'échelle des douleurs dans ce domaine, je sais pas. Peut-être que plus un enfant a eu le temps d'exister, plus c'est dur de le voir mourir, je ne sais pas. Mais donc il y en avait effectivement, et je pense qu'il y en a même d'autres. Alors quelquefois c'est le détour d'une page, là je cite le premier, parce que le premier c'était vraiment étrange que ça sorte comme ça tout seul, et je ne savais pas d'où, enfin en tout cas c'était pas du tout conscient. Dans l'excuse, c'était conscient parce que c'était une sorte de contrainte d'écriture, je prenais un canevas, mais il est très possible qu'il y en ait d'autres. Il y en a dans les vacances, alors c'est aussi un enfant qui est mort à l'âge adulte, hein, la mère d'un des personnages, mais qui est aussi la fille d'un des personnages, et ça joue un rôle. Donc oui, en fait, probablement que je tournais autour. Et puis, j'ai utilisé ça d'ailleurs, parce que j'ai mis des épigraphes partout. Je reviendrai sur les épigraphes après, ça m'a amusé de mettre des épigraphes partout dans la route des estuaires. Je crois pas que je l'avais jamais fait, en tout cas jamais autant. Mais j'avais été très frappée quand j'ai un peu travaillé sur Fitzgerald par une phrase qu'il prête à un de ses personnages dans une nouvelle, mais le personnage c'est transparent, parce que tous les propos qu'il prête à ce personnage qui est l'auteur avec un A majuscule, c'est des choses que Fitzgerald pourrait tout à fait dire lui-même, écrire lui-même et reprendre à son compte. Et il y a donc, une des répliques de l'auteur qui est mes parents ont perdu 2 enfants quelques semaines avant ma naissance. Je ne sais pas exactement comment ça a fonctionné, je cite de mémoire. Je ne sais pas exactement comment ça a fonctionné, mais je pense que c'est là que je suis devenue écrivain. Je suis tombée sur cette phrase de Fitzgerald, je me suis dit, bah oui, c'est ça, c'est comme ça, effectivement. Moi non plus, je ne sais pas exactement comment ça a fonctionné, mais je ne serais peut-être pas devenue écrivain s'il n'y avait pas eu ce silence, cette absence d'une part, mais aussi ce silence autour de cette absence, avec lequel j'ai grandi. Même si, semble-t-il, et je précise qu'à 18 mois, je parlais déjà très très bien en fait. Donc je sais ce que c'est que des bébés, j'en ai eu beaucoup moi-même, j'en ai eu 4, et ça m'a d'ailleurs beaucoup frappé quand je les ai eus les uns après les autres. Quand ils avaient 18-20 mois, je pensais toujours à ça, à la petite fille que j'avais été, et au fait qu'un enfant de 18-20 mois, les miens, ils sont formidables, en fait, ils sont normaux, ils sont pas... Ben c'est des êtres tout à fait conscients et déjà capables, pour la plupart, d'exprimer ce qu'ils ressentent. Donc je me disais, non, forcément j'ai posé des questions, forcément, en tout cas d'abord j'ai bien vu qu'il y avait un bébé, puis qu'il n'y avait plus de bébé, et puis que mes parents étaient dévastés, et puis que tout ça, bon, voilà. Donc la phrase de Fitzgerald, elle m'a paru évidente, parce que pour moi c'était effectivement une explication. Si on a besoin d'une explication, en fait, de devenir écrivain. Pas une explication universelle, parce qu'il y a des tas d'écrivains qui n'ont pas eu ce genre de drame dans leur famille, surtout depuis que la mortalité infantile, heureusement, beaucoup diminué. Mais ça m'a parlé comme... voilà, je me suis dit, ça c'est vrai, ça je suis d'accord. Bon, les épigraphes sont assez variées. C'est vrai qu'à un moment, j'ai été tentée de prendre toutes les paroles de la chanson d'Alex Baupin, Je suis un souvenir, parce que toutes pouvaient se caser à un moment ou à un autre de mon livre.
Puis je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu too much. Mais il y a un autre chanteur auquel j'emprunte une épigraphe, et ça c'est pas un hasard, enfin une citation, et c'est l'épigraphe du livre d'ailleurs, c'est la chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelle Mon frère, parce que dans cette chanson que tout le monde connaît, peut-être plus que les chansons d'Alice Boupin, je me souviens que la première fois que ça m'a fait cet effet-là, je vois encore où j'étais dans une voiture rue d'Assas, j'avais une nostalgie, et j'étais tout à fait préoccupée d'autre chose, j'allais faire la fête, enfin il n'y avait pas du tout de raison que ça me fasse cet effet-là. Et cette chanson est passée. En fait, la chanson de Maxime Le Forestier parle d'un frère qui n'a pas existé. Il exprime le regret de ne pas avoir eu un petit frère qui serait né juste après lui. Donc, toi, le frère que je n'ai jamais eu, qui a, je ne sais plus les paroles par cœur, quelques mois après moi, tu serais venu. Et je me suis retrouvée en larmes au volant de ma voiture. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive ? Et évidemment que ce qui m'arrivait, c'était que les paroles de cette chanson, même si en fait ça ne correspond pas exactement à la même réalité, je m'identifiais complètement à ce manque, à ce frère avec qui j'aurais joué, avec qui j'aurais partagé ceci, cela, etc. Ça m'a fait un effet très fort. Donc il y a des chansons. Il y a des épigraphes qui sont des citations empruntées à des textes extérieurs, enfin, qui existent indépendamment du livre, comme par exemple la citation de Portrait de femme d'Henry James, où il est question de la perte du petit garçon d'Isabelle Archer, l'épigraphe empruntée à Fitzgerald de cette nouvelle où il dit que c'est devenu écrivain parce que ses parents ont perdu des enfants juste avant sa naissance, deux grandes sœurs, d'un et 3 ans. Ça ne s'est pas dit dans la citation, mais ça, je savais que Fitzgerald avait effectivement eu cette naissance assombrie forcément par ces deux deuils. Il y a des épigraphes, par exemple l'épigraphe sur la prolepse pseudo-préparatoire que j'emprunte à une de mes collègues de la maison POL, Lucie Charles, qui a écrit un article très sérieux dans Fabula sur les différents types de prolepse. Donc il y a des textes comme ça qui sont des textes qui existent indépendamment de moi, soit de chansons, soit de romans, soit d'articles universitaires. Ça, je sais pas, articles universitaires, je crois que je cite. Et puis il y a d'autres épigraphes qui sont par exemple empruntés à un texte qui est un texte écrit par mon père, mais inédit, que j'ai retrouvé dans ses archives après sa mort, qui était une sorte de texte autobiographique qu'il a écrit vers 30 ans, bien avant ma naissance, à la naissance de son fils aîné, qui était mon demi-frère, et où il raconte comment lui, dans les années 30, 1930, avec ses frères et sœurs, ils avaient été élevés dans l'espèce de culte d'une grande sœur qui était l'aînée de la fratrie et qui était morte avant leur naissance. Il y avait une photo dans le salon, qu'en gros, avant d'aller se coucher tous les soirs, il fallait faire un petit geste à la grande sœur, et que ça l'avait un peu terrifié, en fait, cette omniprésence de ce fantôme de sœur. Et j'en ai déduit d'ailleurs que c'était aussi pour ça qu'il ne parlait jamais de mon petit frère, parce qu'il pensait sans doute qu'il fallait m'éviter ce que lui avait. Donc ça, c'est un texte littéraire, mais inédit. Et puis alors, j'ai aussi mis en épigraphe souvent des phrases qui sont des phrases extraites du livre, et des répliques immortelles, empruntées, soit à mes enfants, soit à mon fiancé. Donc, par exemple, mon fils aîné, à qui j'ai envoyé les petits home movies dont je parlais, qui représentent nos fêtes à tout casser chaque week-end du 14 juillet, une toute petite maison entre Paris et Dreux. Il s'embêtait, il était en Ouzbékistan, et il était parti 2 jours avant l'invasion de l'Ukraine, et donc c'était pas très marrant, il n'était pas au front, hein, mais enfin, être en Ouzbékistan quand Poutine venait d'envahir l'Ukraine, c'était pas très cool, et donc je l'ai envoyé pour le distraire, et il m'a répondu dans un mail « J'ai fait des cauchemars sur l'impermanence des choses ». Je trouve cette phrase formidable, je fais des cauchemars sur l'impermanence des choses, donc je la lui ai prise. Je lui ai pris à mon autre fils une phrase qu'il disait, mon deuxième fils, qu'il disait toujours quand il était tout petit et qu'il trouvait que la route était trop longue, par exemple celle des estuaires, il demandait est-ce qu'on est presque arrivé. C'est très dur de dire presque arrivé pour une enfant, on est presque arrivé. Et puis le fiancé qui est un grand sage, enfin le fiancé, mon fiancé, enfin sauf qu'on n'est pas fiancé, je lui ai emprunté aussi une ou deux formules très marquantes et essentielles, comme ces fêtes là qu'on organisait chaque 14 juillet, c'était dans un tout petit hameau qui s'appelle Marolles, et donc on appelait cette fête rituelle et annuelle Marolles. Et un jour il y a sans doute eu 2 ou 3 Marolles de trop, qui est une phrase absolument capitale, donc je l'ai intégrée.
De même qu'il nous a dit, parce qu'il y a quand même un jeu dans ce livre, parce que je ne peux pas m'empêcher quand même de foutre des jeux un peu partout dans mes livres, donc c'est pas un escape game comme on est toujours en été. C'est un jeu magnifique que je recommande à tous les gens qui aiment jouer, qui s'appelle Les Aventuriers du Rail, que tout le monde connaît en fait, nous on l'a découvert l'année dernière, mais c'est vrai que ce soit un jeu best-seller que tout le monde connaît déjà, où il faut construire des lignes de chemin de fer à travers toute l'Europe. Et donc en nous apprenant à y jouer, mon fiancé a dit qu'il faut être très vigilant avec ses objectifs. Ceux qui connaissent le jeu comprendront pourquoi. Et donc j'ai aussi pris cette phrase en épigraphe, parce que c'était l'épigraphe d'un chapitre où tout à coup j'avais un peu l'impression, non pas que je me perdais, mais qu'il fallait que je renonce à raconter tous les tronçons de l'autoroute et tous les tronçons de ma vie. Et que mon objectif, il fallait que je reste très vigilant, parce que mon principal objectif, c'était quand même de raconter Marie-Vole, de raconter mon expédition en Bretagne, mes retrouvailles avec elle, et ce qu'elle m'avait confié, qui n'éclaire que finalement, très partiellement, la mort de mon petit frère, mais qui éclaire, et de manière très gaie, et beaucoup mieux, ce qu'était l'ambiance dans ce tout début fin des années 60, début des années 70, dont moi je n'ai pas non plus de souvenirs, mais dont elle avait des souvenirs très, très vivants et très joyeux, même s'ils ont été, ces souvenirs, évidemment, traversés aussi par ce drame. Il y a des gens qui disent que écrire c'est thérapeutique et tout ça, moi j'y crois pas du tout. Je ne crois pas qu'écrire ce livre-là en particulier m'ait apporté une forme de consolation, d'autant que je n'en ai pas besoin de consolation. Je veux dire que moi, je n'ai pas souffert vraiment de cette disparition. C'est même un soupçon que j'ai, qui est un soupçon assez désagréable, c'est que je me dis tous les enfants, ça je le sais, dans les 4, tous les enfants, quand ils voient arriver un nouveau-né chez eux, ils n'ont qu'une envie, c'est que le nouveau-né disparaisse. Enfin, des anecdotes sur des enfants qui, dès la maternité, j'ai une petite cousine comme ça, et pourtant elle a une fratrie très soudée, mais quand sa petite sœur est née, on l'a emmenée à la maternité, on lui a montré le bébé, et elle est ressortie, elle est allée voir dans le truc des infirmières, elle dit « Est-ce que vous auriez du ciseau ?» Alors les infirmières ont dit « Pardon, c'est pour défaire un paquet, il y a un ruban à couper dans un cadeau de naissance. » Non, c'est pour tuer ma petite sœur. Enfin, je veux dire, moi j'ai retrouvé un jour mon fils aîné, le second avait 3 semaines, il était dans son petit baby relax, et l'aîné qui est un être totalement pacifique, hein, je dois dire, et qui a d'excellentes relations avec son frère, ils ont 2 ans d'écart. Le temps que je sorte de la pièce pour aller préparer un biberon, je suis revenue, et l'aîné avait trouvé intéressant comme expérience de poser sur la tête du nourrisson un énorme cendrier en fonte. Donc je suis arrivée à temps, j'ai pris... Voilà, je ne l'ai même pas engueulé parce que je pense que c'est très naturel de désirer la mort d'un rival, parce que c'est quand même toujours ça, un petit frère, une petite sœur. Donc, je dis pas, moi je n'ai pas souffert, puisque je ne sais pas si j'en ai souffert, de toute façon je n'en ai pas de souvenir, donc je ne sais pas. De la vie générale, pas du tout, mais parce que ça, je le comprends beaucoup mieux. Ça m'a aidé à comprendre des choses. Enfin, je comprends maintenant beaucoup mieux que pour des parents, se raconter que l'aîné, enfin la petite fille plus âgée, va très bien, qu'elle n'a rien compris, et tout ça, c'est libératoire. C'est-à-dire on peut jouer avec elle, on peut rigoler, c'est une consolation de se dire qu'elle n'a pas souffert. Donc, je n'avais pas forcément besoin d'être consolée, parce que je ne suis pas sûre que j'ai souffert. Donc ce livre n'est pas une consolation, mais c'était quand même important pour moi de l'écrire. C'est-à-dire, je me dis maintenant, ça c'est fait. Ça, je suis allée au bout de ce que je pouvais écrire sur ce sujet, qui malgré tout est aussi mon sujet à moi, m'appartient, même si, encore une fois, et de la vie générale et de ma propre capacité de mémoire, il ne m'en reste rien. Donc c'est pas thérapeutique, ça m'a aidé à comprendre peut-être pourquoi mes parents s'étaient tus. Ça m'a aidé à comprendre des choses, ça m'a aidé à comprendre des choses sur ma petite enfance, sur ce qu'était l'ambiance à la maison et plus généralement à Paris dans ces années-là. Et ça m'a aidé, je ne vais pas dire pardonner parce que je n'en ai jamais voulu à mes parents, c'est pas du tout le sujet, mais ça m'a aidé à comprendre pourquoi ils m'en avaient pas parlé. Et que c'était pas... Alors, avant je me disais ils n'arrivaient pas à m'en parler parce que c'était trop douloureux pour eux, qui est déjà une excellente explication. Mais ça m'a aidé moi à m'approprier cette conviction qu'ils ont eue que je ne comprenais rien, que j'étais épargnée. Et je me dis au fond, moi aussi j'ai ce sentiment, en fait quand j'ai terminé le livre, il y a eu un hasard, ça arrive, les hasards qui permettent tout à coup de dénouer un récit, c'est qu'on m'a demandé des photos de mon fils aîné tout petit.
Et je suis allée rechercher son album, parce que moi aussi j'ai fait un album de lui. Moi, j'étais beaucoup moins scrupuleuse et soigneuse que ma mère, mais enfin je l'ai fait quand même. Et j'ai retrouvé des photos. Et j'ai retrouvé une photo de lui, puisque c'est ça qu'on me demandait, mais où il a dans les bras ma fille, sa petite sœur, qui avait exactement l'âge que j'avais à la mort de mon petit frère. Donc 20 mois, 21 mois. Et en retournant sur cette photo, je me suis souvenu que le contexte dans lequel j'ai pris cette photo, c'était que mon père était mourant. Il s'en est sorti, mais enfin il était en danger de mort. Il était très très malade cet été-là. C'était la même année où en plus l'autre grand-père de mes enfants, c'est-à-dire le grand-père paternel, était mort en début d'année. Je suis retombée sur cette photo de ma fille exactement à l'âge que j'avais quand mon petit frère et moi. Je me suis dit, mais elle, qu'est-ce qu'elle a vécu cet été-là? Qu'est-ce qu'elle a compris? Et mon premier réflexe, ça a été de me dire, bah rien, elle n'a pas souffert de tout ça, elle était trop petite. Et je me suis rendu compte que j'avais exactement les mêmes réflexes que mes parents, qui étaient de considérer que son jeune âge l'avait protégée. Et donc, j'ai pu intimement ressentir cette conviction qui devait être vraiment l'intime conviction de mes parents, qu'il n'y avait pas de question, qu'il n'y avait pas de... que moi j'étais en dehors du coup. Donc c'est pas une thérapie d'écrire du tout. Enfin moi c'est pas comme ça que je conçois l'écriture, sinon d'ailleurs qu'est-ce qu'on a emmerdé les lecteurs avec sa thérapie, donc les péniapsies. Mais c'était un moyen de comprendre plus de choses. Et le résultat de l'enquête, c'est une compréhension plus fine et plus personnelle et plus intériorisée de choses qui continueront d'être mystérieuses pour moi, puisque ma mémoire n'y a pas accès. Je suis en train de changer d'avis et de me dire que c'est peut-être mon livre le plus romanesque. Quand j'ai décidé de l'écrire, je pensais que ça serait mon premier livre complètement autobiographique. Et comme j'écris l'autobiographie de mes toutes premières années, dont je n'ai aucun souvenir, en fait, du coup, ça devient non pas de l'invention, mais de l'écriture qui n'est pas une écriture... qui ne s'appuie pas sur quelque chose dont je me rappelle, ou je l'ai vécu bien sûr, mais donc je me dis qu'au fond c'est peut-être encore plus de la fiction que mes vrais romans, parce que je suis obligée de réinventer un matériel qui m'échappe, puisque je n'ai pas de souvenir de mes 2-3 premières années. Donc il faudrait peut-être mettre un film.